Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous. À l'heure où le digital redéfinit profondément les rapports entre l'État, les collectivités, les entreprises et les citoyens, il devient indispensable de structurer et de piloter cette transition de manière cohérente, inclusive et stratégique. C'est précisément le rôle de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN qui œuvre comme bras opérationnel de l'État pour accompagner la modernisation des services publics, impulser l'innovation technologique et donc garantir une transformation numérique durable au service de tous. Durant cet entretien, nous allons explorer les missions clés de l'ASIN, son action auprès des collectivités territoriales, les efforts en matière de digitalisation des services publics, l'engagement pour une inclusion numérique réelle, sans oublier bien sûr la dynamique des partenariats stratégiques qui soutiennent l'ensemble de ces transformations. Nous faisons donc l'exercice avec Marc-André Locaux. Il est le directeur de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN. Monsieur Locaux, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et pour conduire les échanges, je ne serai pas seul. Idrissou Boukari, bonsoir. Bonsoir Rebecca Kendiaoudé. Bonsoir monsieur Marc-André Locaux, directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information et du numérique. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous situer sur la principale mission de l'agence que vous dirigez depuis quelques années? Alors je voudrais rappeler que le gouvernement béninois s'est engagé dans un vaste programme de transformation économique à l'échelle du pays et a identifié le numérique comme l'un des piliers de réussite pour cette transformation-là. L'Agence des systèmes d'information et du numérique, donc, qui est créée depuis juin 2022 et est issue finalement de la fusion de 4 précédentes agences du secteur du numérique. Donc l'agence est en charge non seulement des sujets qui touchent à la cybersécurité, l'agence développe des projets en matière d'infrastructure numérique et l'agence est également en charge de tous les programmes de dématérialisation et de la mise en œuvre des systèmes d'information à l'échelle de l'État. Il faut rappeler qu'il y a également une mission non moins importante qui est de contribuer activement à l'aménagement numérique du territoire et je pense que nous aurons l'occasion de le rappeler. En somme, nous sommes le bras opérationnel du gouvernement béninois pour exécuter les projets stratégiques en matière de numérique. D'accord, monsieur Locaux. Alors parlons de la dématérialisation justement. Quelle est la place de l'ASIN dans l'écosystème institutionnel du Bénin? Alors je voudrais rappeler que l'agence est sous double tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation, mais également du ministère de l'économie et des finances. Cela veut dire que nous avons les deux piliers essentiels, la stratégie numérique portée par la ministre du numérique et de la digitalisation, également le levier très important qui est celui des finances. Vous savez, pour initier des programmes ambitieux de transformation, nous avons besoin de financement à la hauteur de ces ambitions-là. Donc l'agence, depuis 3 années, s'attelle à mettre en œuvre des projets de ce que nous appelons de la digitalisation de nos systèmes d'information. Cela veut dire que nous développons des services au quotidien au service des entreprises et au service des citoyens. Nous sommes là avant tout pour leur simplifier la vie. Nous sommes là pour que les services publics soient accessibles et faire que l'action publique devienne beaucoup plus efficace que ce que nous connaissions par le passé. Mais ce n'est pas une spécificité du Bénin. Vous savez, dans le monde entier et sur le continent, tout le monde est engagé dans cette dynamique-là. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner toutes les entreprises béninoises, les institutions publiques, les mairies, les préfectures, les agences nationales au quotidien pour identifier leurs besoins, travailler avec eux pour pouvoir mettre en œuvre des services qui permettent de répondre aux attentes de leurs clients, des citoyens et des entreprises béninoises. L'ASIN est un dispositif très important dans la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement. Quels sont les principaux projets pour lesquels elle est responsabilité, donc bien évidemment sur votre responsabilité? Alors tout d'abord, il faut rappeler que dans le programme d'action du gouvernement, nous avons 4 principaux projets, ce que nous appelons des projets phares, qui sont des projets structurants. Le chef de l'État, il y a 9 ans déjà, avait rappelé à quel point la connectivité était un aspect extrêmement important pour lui, en particulier la connectivité haut débit.
Et donc l'un des objectifs majeurs a été de s'assurer que nous avions des points de présence haut et très haut débit dans chaque commune du territoire national. Et donc cette vision-là a été portée par le premier projet, qui est le projet haut et très haut débit. Il consiste à s'assurer que partout sur le territoire national, que les populations puissent accéder à une connectivité de qualité. Et donc nous y travaillons chaque jour, pas seul, mais également avec les opérateurs mobiles, et en particulier la SBIN, qui est la Société béninoise d'infrastructures numériques. Le second projet est un projet, je pense, qui est celui que ressentent le mieux, je dirais, les populations. C'est ce que nous appelons l'administration intelligente, ou le Smart Gov, que vous retrouverez dans le document du PAG. Vous savez, chaque jour, vous avez des Béninois, vous avez des entreprises qui interagissent avec l'administration. Nous avons identifié plus de 1300 services publics qui sont délivrés par des structures publiques. Et donc notre défi, c'est de simplifier l'accès à l'administration publique. Et donc ce programme permet de dématérialiser finalement la relation et de permettre aux populations de se rapprocher de l'administration. Nous accompagnons également les structures publiques pour pouvoir, je dirais, c'est le programme que nous appelons de l'archivage électronique. Vous savez, depuis des décennies et des décennies, nous avons accumulé énormément de papier. Et donc, dans cette ambition-là, nous avons ce que nous appelons le zéro papier, qui est un objectif à moyen terme que nous poursuivons. Nous avons également ce que nous appelons le cashless, c'est-à-dire comment nous faisons disparaître progressivement la monnaie fiduciaire chaque jour. Et donc, le gouvernement a mis en place ce projet-là, qui est de dématérialiser les transactions financières. Vous savez, quand vous payez en ligne vos factures SBE ou la SONEB, c'est à travers ces programmes-là que nous mettons en place chaque jour. Nous y reviendrons également tout à l'heure. Je poursuivais en abordant un aspect important. C'est une bonne chose de mettre en place de la connectivité haut débit, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une très bonne chose également de dématérialiser les services publics. Mais encore plus, il faut que les personnes, donc les populations, les entreprises, puissent bénéficier de ces services-là en toute confiance. Et c'est pour cela que nous avons un programme qui s'appelle la confiance numérique. Alors, en quoi ça consiste au final? Ça consiste à mettre en place tout un dispositif pour pouvoir s'assurer que les données qui sont exploitées, les données des citoyens sont des données qui sont exploitées dans de bonnes conditions et de manière sécurisée. Ça consiste à mettre en place des programmes en matière de cybersécurité pour lutter contre des attaques qui pourraient entraver l'activité au quotidien de l'administration béninoise. Enfin, vous avez un programme qui est encore plus impactant, puisque ce que j'ai cité jusque-là touche peut-être un peu plus les villes, en tout cas les zones environnantes, c'est de pouvoir adresser les territoires. Ce quatrième programme, pour nous, touche les collectivités locales, que ce soit les préfectures, que ce soit les mairies, que nous accompagnons chaque jour pour pouvoir mettre en place des services simples, comme par exemple simplifier l'affectation des courriers, pouvoir signer en ligne les courriers justement des maires et des citoyens pour pouvoir simplifier la vie des citoyens. Vous savez, quand vous avez un maire ou un secrétaire exécutif qui se déplace et qui n'est pas dans sa mairie, il ne faut pas que l'activité s'arrête. Il faut que le citoyen, quand il est dans la mairie, il faut qu'il puisse continuer à accéder à ces services-là. Donc nous les accompagnons pour mettre en place des services numériques pour pouvoir assurer la continuité de leur activité. Et parlons justement des projets de la SIN. Vous avez commencé par le dire, il y a le Smart Gov, donc la plateforme des e-services. Et concrètement, aujourd'hui, quels sont les impacts que ces projets ont eu sur la vie des citoyens et même de l'administration? Alors, vous avez cité un bel exemple, qui est le portail national des services publics, qui est en production, en tout cas depuis 2020, et qui a vraiment impacté le quotidien, je pense, des Béninois. Vous savez, ce portail-là est issu d'une collaboration avec l'Estonie. Dès 2016, le chef de l'État lui-même s'est déplacé en Estonie et a voulu que ce partenariat puisse se mettre en place pour mettre à la disposition des Béninois cet outil qui est devenu un outil puissant. Quand vous allez sur le portail national des services publics, vous pouvez accéder à plus de 200 services qui sont dématérialisés. Pour vous donner un exemple, l'exemple que
que nous citons souvent, c'est le casier judiciaire. Avant 2020, il fallait retourner dans votre commune pour pouvoir accéder à un casier judiciaire. Quand vous deviez passer un concours, quand dans le cadre d'un recrutement, il vous était demandé cette pièce, qui est une pièce centrale, c'était énormément de tractation. Aujourd'hui, en 2-3 clics, en moins de 24 heures, vous disposez de votre casier judiciaire. Et je pense que c'est quelque chose qui a changé vraiment la vie des Béninois. Si je poursuis, quand vous êtes véhiculé, par exemple, que vous avez besoin de faire votre visite technique, aujourd'hui, vous pouvez initier toute cette procédure-là en ligne. Donc cela participe également à cette simplification du quotidien des Béninois. Quand vous devez payer votre TVM aujourd'hui, c'est très simple. Vous le payez en ligne. Donc cela permet finalement de sécuriser les finances de l'État et de mettre, en tout cas d'assurer cette confiance numérique entre l'administration et les citoyens. Sans oublier la plateforme de e-résultats, très très important. Oui, en plus qui est d'actualité. Vous savez, cette plateforme-là a été une plateforme phare. Je peux vous dire qu'elle a été pilotée par la ministre du Numérique et de la Digitalisation elle-même. Et aujourd'hui, quand les résultats sont publiés, dans les 5 minutes qui suivent, pour ce qui concerne le bac par exemple, les 90 000 candidats peuvent accéder presque instantanément aux résultats. Ce fut le cas encore très récemment pour cette année 2025. Donc c'est l'une des plateformes qui, je pense, satisfont les Béninois. Mais j'aurais pu citer également la plateforme e-Visa, qui est une plateforme de référence à l'échelle continentale. Vous savez, il est considéré que dans la délivrance du visa électronique, le Bénin est premier ex-aequo avec un autre pays que je ne citerai pas à l'échelle du continent. En l'espace de moins de 2 heures en général, vous disposez de votre e-visa et ça donne une belle image du Bénin et traduit quelque part une sorte de dynamisme, une sorte d'agilité qui caractérise aujourd'hui notre administration. Et pouvez-vous partager avec nous quelques exemples concrets de projets numériques déjà mis en œuvre dans certaines communes du Bénin? Oui, alors tout à l'heure, j'ai abordé très brièvement la gestion électronique des courriers. Vous savez, nous avons déjà mis en place ce service-là dans 25 mairies aujourd'hui. J'étais moi-même à Sakété très récemment avec le maire de Sakété, avec le secrétaire exécutif également de la ville, afin d'apprécier les travaux qui ont été mis en place. Donc quand vous êtes par exemple dans la commune de Sakété aujourd'hui et que vous avez besoin d'un acte que le secrétaire exécutif doit signer, quand vous avez besoin d'un acte que le maire doit signer, tout ça se fait de manière dématérialisée. Si le maire ou le secrétaire exécutif sont convoqués à une réunion à Cotonou, au ministère par exemple de la gouvernance locale, l'activité continue. En 2-3 clics, le maire il peut signer votre document et de la même manière, le maire peut affecter des courriers qui lui sont transmis par ses équipes et continue ainsi à assurer la continuité de l'activité de la mairie. Donc tout cela constitue vraiment des gains d'efficacité et participe, je pense, d'un point de vue économique, ça améliore, je pense, la productivité à l'échelle du pays. Nous avons également d'autres services que nous leur apportons, des services qui sont devenus basiques, comme des services de connectivité, puisque nous les accompagnons chaque jour à avoir une bonne connectivité, puisque la connectivité est la base. Mais avant de parler des services numériques, je pense qu'il faut rappeler quelque chose de très important. Et je voudrais l'aborder parce que le nœud de toute cette transformation, ce sont les compétences numériques. Donc quand nous allons dans une commune pour mettre en place un service numérique, ce que nous faisons au préalable, c'est de nous assurer que les effectifs de cette administration-là ont la capacité d'utiliser les outils, dont nous les formons et nous les accompagnons jusqu'à une certification, qui est la certification ICDL, qui est une certification de référence. Et donc pendant une semaine, les cadres de l'administration sont formés pour s'approprier ces outils-là, pour être en capacité au quotidien de les utiliser afin de délivrer des services de qualité, des services efficaces
aux citoyens. Alors, on va s'intéresser à présent de la digitalisation des services publics. On le sait, la CIN est la cheville ouvrière de cette transformation. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans ce processus enclenché depuis quelques années? Alors, je pourrais commencer peut-être par vous dire qu'à l'échelle du continent, aujourd'hui, nous sommes dans le peloton de tête. Tous les indicateurs internationaux le traduisent. Continent africain? Continent africain, dans un premier temps. Vous savez, en 2016, la vision, c'était d'être une plateforme dans la sous-région. Donc, vous avez vu progressivement, nous ne parlons plus de sous-région, nous parlons de continent. Et peut-être que dans un horizon pas si lointain, nous pourrons peut-être parler de l'échelle mondiale. Mais là, nous parlons du continent africain, où je pense que tous les indicateurs montrent que nous sommes dans le peloton de tête. Et vous savez, notre ambition n'est pas d'être bien positionnés dans les indices internationaux, c'est de nous concentrer sur la qualité d'expérience que vivent nos citoyens, les citoyens béninois. C'est de nous concentrer sur la qualité de service que nous donnons aux entreprises. Vous savez, la CIN joue différents rôles. Nous ne sommes pas visibles parce que nous sommes en appui à toutes les structures de l'État. Soit nous sommes à leur côté quand ils estiment que c'est nécessaire, ou la plupart du temps, nous sommes derrière eux en assistance technique, en appui technique, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et notre rôle, c'est de les accompagner vraiment de bout en bout. Ce que nous faisons, c'est déjà de les aider à bien penser leurs services, de s'assurer que les besoins qu'ils expriment sont réellement ceux des citoyens béninois. Et ensuite, nous les aidons évidemment sur notre cœur de métier, qui est l'expertise numérique, pour mettre en place ces services-là. Et dans le même temps, ce qui est également important et sur lequel je pense que le gouvernement béninois insiste énormément, c'est la durabilité dans ce que nous faisons. Vous savez, il ne s'agit pas juste de mettre en place des services et de ne pas correctement les exploiter. Nous devons nous assurer que ces services sont correctement exploités et qu'ils sont disponibles 24/24, 7 jours sur 7, toute l'année pour les citoyens et pour les entreprises béninoises. D'accord. Alors, à ce jour, quels sont les services publics qui sont déjà entièrement dématérialisés? Aujourd'hui, nous avons plus de 230 services publics dématérialisés. Je vous donne un exemple. Quand vous allez à l'Agence nationale du domaine et du foncier, par exemple, vous avez pratiquement la moitié de leurs services qui sont déjà dématérialisés. Quand vous allez à l'ANAT, l'Agence nationale justement des transports terrestres, nous avons dématérialisé tous leurs services publics. Vous pouvez faire votre demande d'immatriculation pour les 2 roues en ligne. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'identifier ces entités-là qui interagissent énormément avec les usagers béninois et de nous assurer que tous leurs services sont dématérialisés et que le paiement également peut se faire en ligne. C'est ce que nous avons fait avec le Centre national de sécurité routière. C'est que nous faisons avec l'Agence béninoise de développement des PME, par exemple. Donc nous avons en face vraiment toutes les structures publiques, mais également les institutions que nous accompagnons pour nous assurer qu'elles peuvent mettre en place leur stratégie. Mais vous savez, le numérique, nous ne faisons pas du numérique pour du numérique. L'enjeu n'est pas de tout dématérialiser du jour au lendemain. C'est de mettre l'accent sur les services qui sont les plus utilisés dans un premier temps, qui impactent vraiment le quotidien des Béninois. On va parler à présent de la sécurisation de ces infrastructures parce qu'on a parlé énormément de données tout à l'heure, de la plateforme des e-services. Alors pour protéger ces infrastructures, quels mécanismes sont mis en place pour renforcer justement la sécurité nationale, la cybersécurité nationale? Là, vous touchez à un pan qui est un pan structurant depuis un certain nombre d'années et vous touchez à un sous-secteur, celui de la cybersécurité, dont le gouvernement béninois en a fait une priorité. Et la CIN œuvre chaque jour avec ses équipes pour s'assurer que les Béninois opèrent chaque jour dans un cyberespace sécurisé. Alors, depuis quelques années, nous avons mis en place ce qu'on appelle une équipe de centre d'alerte et de réponse. Donc, ce sont des équipes qui travaillent, je dirais, jour et nuit, qui scrutent finalement notre cyberespace et qui identifient les vulnérabilités et éventuellement des incidents qui pourraient impacter les usages
au quotidien. Donc c'est un peu notre petite armée, si je puis dire. Vous savez, les frontières physiques, on les identifie, les frontières aériennes sont connues. Mais dans le cyberespace, en réalité, ce ne sont pas des frontières tangibles, puisque nous sommes intégrés au monde entier. Donc ce centre d'alerte et de réponse, ce que nous appelons le BJC-CIRT, est un outil extrêmement important pour nous. Et nous investissons donc chaque année, pas seulement en équipement, mais également en formation. Donc ce que nous faisons, c'est de nous assurer que nos experts, nos équipes peuvent interagir avec l'état de l'art. Nous les envoyons dans des centres à l'international. Par exemple, cette année, par exemple, au mois de février, ils ont passé une dizaine de jours en immersion au Luxembourg, qui est un pays de référence en matière de cybersécurité. Et ils ont pu travailler avec des simulateurs, justement, qui permettent finalement de s'améliorer. Mais nous les inscrivons également dans ce que nous appelons des cyberdrilles. En fait, ce sont des environnements de test. Souvent, l'Union internationale des télécommunications les organise dans divers pays dans le monde et invite un certain nombre de pays, simule des crises cybernétiques. Et justement, ces équipes-là doivent s'entraîner parce que l'enjeu, c'est cela. Nous sommes dans un environnement où la menace, elle est multiforme, elle change constamment, elle est de plus en plus sophistiquée. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que les équipes soient constamment formées, constamment exposées aux enjeux et aux attaques auxquelles elles sont confrontées. Donc, nous misons énormément sur la formation et nous mettons beaucoup de moyens pour que ces équipes-là soient bien formées. Nous avons également des programmes de vulgarisation à l'échelle du pays. Chaque année, nous avons un programme qui s'appelle le programme PARE pour pouvoir attirer l'attention sur l'enfance. Vous savez, nous avons des jeunes, des adolescents et des moins jeunes qui sont exposés évidemment au cyberespace et qui ne sont pas forcément formés ou aguerris pour pouvoir sentir les menaces. Donc c'est une priorité pour nous et chaque année nous avons ce programme-là avec les opérateurs mobiles, avec les écoles, les lycées et nous parcourons vraiment tous les départements avec l'appui évidemment des ministères, des différents sous-secteurs de l'éducation pour pouvoir les sensibiliser, vulgariser. Parce qu'en réalité, le maillon faible en matière de cybersécurité, ce ne sont pas les outils, ce ne sont pas les plateformes, ce ne sont pas les infrastructures, puisque nous les avons, c'est l'humain. Et donc nous avons ces programmes-là pour pouvoir constamment sensibiliser, former, maintenir finalement les personnes, également nos équipes, à un niveau d'alerte le plus élevé possible, de savoir que la menace elle est constante et que les incidents, les attaques peuvent arriver n'importe quand, puisque nous ne savons pas forcément qui est-ce qui a un intérêt, d'accord, à s'attaquer à nos services, à s'attaquer à nos infrastructures. Et quelles sont les principales menaces dont vous parlez? Et justement, quelle est leur nature? Alors, vous pouvez avoir des menaces avec ce qu'on appelle des attaquants en matière de cybersécurité qui peuvent avoir, c'est de plus en plus le cas, un intérêt économique. Et quand vous regardez des banques sur le continent, elles sont confrontées déjà à ces attaques informatiques où vous allez avoir des attaques très sophistiquées qui vont permettre par exemple de bloquer complètement votre système d'information et d'empêcher toute activité économique au niveau de votre entreprise. Et donc les banques, les assurances sont évidemment des cibles privilégiées. Mais vous avez également des attaques qui touchent finalement à ce que nous appelons des secteurs prioritaires. Je donne l'exemple du secteur de la santé. Vous savez, quand vous êtes un pays comme le Bénin, avec un investissement majeur comme celui du CHIC, le centre hospitalier international de Calavi, on ne peut pas se permettre de bloquer toute activité parce que cet hôpital aura été confronté à une attaque informatique. Donc là, par exemple, avec le secteur de la santé, nous travaillons avec eux pour mettre en place des dispositifs pour pouvoir empêcher en tout cas que ces attaques-là réussissent, puisque ces attaques ont constamment lieu. Nous ne maîtrisons pas l'intensité de ces attaques-là. Donc ça peut être d'ordre économique, ça peut être également d'ordre, je dirais, géopolitique. Vous savez, nous sommes dans un environnement mondialisé,
avec des enjeux géopolitiques qui caractérisent en tout cas notre environnement mondial. Et évidemment, ça se répercute. Donc ce que je vous dis là, c'est valable entre l'Ukraine et puis la Russie, mais c'est également valable entre le Bénin et d'autres pays à l'international, je ne les citerai pas forcément. Donc notre rôle, c'est de nous assurer que justement ces enjeux géopolitiques n'auront pas d'incidence sur le bon fonctionnement au quotidien de nos plateformes, de nos infrastructures et dans la délivrance des services numériques. Vous savez, les citoyens béninois ont tendance à penser que quand on parle de cybersécurité, tout de suite on parle des gaïmans, voilà, des cyberdélinquants. Je voudrais que vous insistiez sur le fait que la cybersécurité va bien au-delà de tout cela. Oui, alors vous avez abordé peut-être, je pense que vous abordez le volet de la cybercriminalité. Oui. Et la frontière n'est pas toujours très claire, en tout cas pour nos concitoyens. Alors en réalité, il faut partir du Code du numérique. Vous savez, dans le Code du numérique, vous avez un livre entièrement consacré à la cybersécurité, un livre qui est consacré à la lutte contre la cybercriminalité. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que le Centre national des investigations numériques a été créé. Donc la CIN n'a pas de prérogative judiciaire. Par contre, du fait de la qualité des infrastructures dont nous disposons, nous pouvons appuyer d'autres entités et travailler évidemment avec le Centre national des investigations numériques. Donc quand effectivement vous avez une personne qui a été victime d'actes répréhensibles de l'ordre de la cybercriminalité, oui, nous pouvons être sollicités pour pouvoir appuyer techniquement soit des institutions judiciaires, que ce soit le CENIN dont je parlais tout à l'heure, ou même la CRIET ou d'autres entités dans leurs investigations. Donc nous sommes concentrés vraiment sur la cybersécurité. La cybersécurité ne relève pas seulement, je dirais, de dispositifs pour lutter contre la cybercriminalité. Avant tout, il faut rappeler que quand vous regardez une infrastructure numérique ou une plateforme numérique, constamment, c'est comme une matière vivante. Vous devez faire des mises à jour régulièrement, vous devez gérer vos accès. Donc, de manière imagée, pour qu'on puisse comprendre, imaginez vous avez une maison, vous ne donnez pas les mêmes accès à votre chambre qu'au garage. C'est exactement la même chose. Quand je parle de gestion des accès, en cybersécurité, c'est la même chose. Nous mettons beaucoup l'accent sur ces aspects-là. Nous nous assurons que, comme dans une maison, que le niveau de veille des habitants de la maison est constamment élevé. Pourquoi est-ce que en général, chacun de nous, tous les soirs, va vérifier si le portail est bien fermé ou que la porte du salon est bien fermée? C'est la même chose. Que le véhicule est bien bloqué. Qu'il est bien bloqué, que le portail est fermé. Pourquoi est-ce que nous avons des grilles au-dessus de nos murs? C'est exactement la même chose en matière de cybersécurité. Nous avons des procédures qui sont en place, nous avons des politiques, en particulier deux politiques qui sont, je pense, structurantes aujourd'hui dans notre action. Vous avez la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Cette politique-là, elle s'adresse essentiellement aux structures publiques, avec plus de 100 obligations qu'il faut absolument mettre en place. Donc c'est la même chose. Vous avez la gestion des accès, par exemple, comme je le disais. Vous devez vous assurer que vos infrastructures, en tout cas que vos logiciels sont constamment en jour. Vous devez surveiller un peu les billets qui sont émis par le centre d'alerte et de réponse dont je vous parle, qui suit vraiment tout ce qui se passe à l'international, toutes les alertes et qui dit « Ah, attention, il y a eu telle attaque dans tel pays, à tel endroit, avec telle approche » et qui fait des recommandations pour que nous puissions en profiter. Donc vous savez, la politique de protection des systèmes d'information est vraiment un dispositif important. Nous avons déjà 40 structures de l'État qui sont embarquées dans cette dynamique-là. Et nous avons une deuxième politique, qui est la politique de protection des infrastructures d'information critiques. Vous savez, cette politique, elle est récente. Le gouvernement a validé cette année la liste de ce que nous appelons des opérateurs d'infrastructures d'information critiques. C'est un peu comme des opérateurs d'importance, sont vitales finalement dans le fonctionnement au quotidien de l'économie béninoise. Donc le gouvernement veut s'assurer que toutes ces entités-là qui ont investi dans des systèmes d'information
qu'elles s'assurent du bon fonctionnement, du bon niveau de sécurité de leurs infrastructures. Donc nous travaillons avec ces acteurs-là. Ce n'est pas seulement des acteurs publics. Vous avez également des acteurs privés qui sont critiques dans notre écosystème. Et donc ce que nous faisons, c'est de mettre à leur disposition, des procédures. C'est également de les auditer, de les inspecter, d'abord dans une logique d'accompagnement, d'amélioration. Et puis, progressivement, cette politique donne également un pouvoir de sanction au cas où, à moyen terme, nous observons que les recommandations que nous faisons ne sont pas correctement mises en œuvre. Donc, ce sont des politiques qui sont importantes et que tout pays, en tout cas sérieux, se doit de mettre en place. Monsieur Loko, parlez-nous à présent de la PKI. Vous savez, quand on est passionné, on a tendance à parler beaucoup de technologie, d'acronymes. Je pense qu'il faut plutôt avoir une approche beaucoup plus ouverte, plus pédagogique. En réalité, ce qu'il faut considérer, c'est que dans notre sous-région, il y a peu de pays qui ont ce que nous appelons une infrastructure de confiance. C'est cela une PKI. En fait, c'est une infrastructure sur laquelle nous basons vraiment tout notre dispositif de confiance numérique. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, quand vous allez vous demander un passeport, quand vous demandez en ligne une carte d'identité, en réalité, ces documents-là, ces titres sécurisés, sont signés électroniquement par ce qu'on appelle la PKI, donc par cette infrastructure de confiance. Et c'est ce qui permet que partout où vous allez dans le monde, ce titre sécurisé, donc ce titre important qu'est le passeport, soit reconnu dans tous les pays du monde. Vous savez, auparavant, il y a une dizaine d'années, nous nous appuyions sur des infrastructures de tiers. Nous n'avions pas notre propre infrastructure de confiance. Et le gouvernement béninois a estimé qu'il était indispensable que nous soyons autonomes. Donc nous avons cette PKI, donc une infrastructure à clé publique, donc une infrastructure de confiance, donc qui est en place, qui est au niveau de notre data center national, qui est opérée depuis plus de 3 ans déjà, et qui permet par exemple de délivrer ce qu'on appelle les services de confiance, par exemple la signature électronique. Nous espérons que dans un avenir, en tout cas pas si lointain que cela, tous les Béninois pourront accéder à ce service de confiance-là, qu'est la signature électronique. Vous savez, par exemple, si vous avez suivi un peu cette année, le gouvernement a adopté un décret qui permet de dématérialiser les procédures de marché public, ce que nous appelons le e-procurement. Vous savez, pour mettre en place cette solution-là, vous avez besoin d'une infrastructure à clé publique. Donc, progressivement, ça devient vraiment l'infrastructure de référence dans tout notre écosystème. Et notre défi, c'est de pouvoir amener des acteurs privés à utiliser cette PKI-là pour pouvoir délivrer des services aux citoyens. Je vous donne un exemple. Vous êtes une banque aujourd'hui et vous avez besoin de signer des actes importants. Vous avez le choix entre recourir à des acteurs internationaux très connus pour pouvoir vous rendre ce service-là, ou vous avez le choix de passer par un acteur qui est intégré à la PKI nationale béninoise. Et c'est vers là que nous allons, puisque d'autres pays l'ont déjà fait et ont développé tout un écosystème autour de cette infrastructure de confiance. Donc, voyez-le comme une simple infrastructure de confiance, évidemment avec beaucoup d'équipements informatiques, des serveurs, des routeurs, mais ce qui est important pour les utilisateurs, c'est que nous voulons rendre tout ça transparent. Ce qu'ils veulent, ce sont des usages de qualité, des usages qui sont de confiance et qui sont sécurisés. Et c'est cela que nous assurons avec cette infrastructure-là. D'accord, Monsieur Loko, nous allons parler à présent de l'inclusion numérique. Comment est-ce que la CIN contribue-t-elle donc à réduire la fracture numérique à travers les cases numériques et puis la couverture satellitaire? Vous savez, l'aménagement numérique du territoire est quelque chose qui est inscrit dans le Code du numérique. Quand vous regardez dans le Code du numérique, vous avez tout un paragraphe sur le service universel. Parce que
l'État a travaillé avec les opérateurs afin que une petite partie de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires, soit réutilisée pour financer des investissements dans les territoires. Et donc la CIN a cette responsabilité-là de mettre en œuvre tous les projets qui relèvent du service universel et donc et également de l'aménagement numérique du territoire. Donc concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place ce qu'on appelle des points numériques communautaires. Ça permet à des personnes qui sont dans des localités qui n'ont peut-être pas de dispositifs informatiques, qui n'ont peut-être pas de la connectivité, de pouvoir aller dans ces points numériques communautaires et qui soient assistés pour pouvoir bénéficier des services publics ou de tout autre service numérique dont ils auraient besoin. Cela consiste également à mettre en place ce que nous appelons des salles numériques, parce que nous accompagnons également les secteurs de l'éducation, en priorité l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, et puis progressivement nous verrons les investissements nécessaires pour l'enseignement primaire. Donc, nous avons des dizaines de salles numériques donc dans les lycées, dans les collèges, pour nous assurer que progressivement les lycéens, les collégiens, les universités bénéficient de cet appui-là et que nous puissions former nos jeunes aux usages numériques. Les usages utiles, des usages qui leur servent dans leur formation et dans leur éducation. Donc ces salles-là sont équipées et ils sont évidemment accessibles tant dans les universités que dans les collèges et les lycées. L'aménagement du numérique du territoire consiste également à accompagner l'extension des réseaux mobiles. Vous savez, il y a un objectif très clair qui est la couverture intégrale du territoire. Donc là encore, une partie de l'investissement permet d'aller mettre de la connectivité dans des zones qui n'en ont pas aujourd'hui et qui ont besoin d'un appui spécifique. Cette année, nous aurons encore 80 000 Béninois qui n'ont jamais bénéficié de connectivité, mais qui pourront y accéder d'ici la fin de l'année. Et vous savez, quand vous mettez de la connectivité dans une zone, quand vous amenez la couverture mobile, vous amenez également du mobile money, de facto. Les personnes n'ont pas besoin d'avoir un smartphone avec un simple portable traditionnel. Quelque part, vous les intégrez dans cet écosystème aujourd'hui du mobile money et vous arrivez ainsi à réduire la fracture numérique. Donc investir dans l'extension de la couverture mobile, c'est investir également dans l'inclusion financière. Donc nous avons un certain nombre de projets qui vont dans ce sens-là, mais également sur la vulgarisation, sur la formation de masse pour nous assurer vraiment que le niveau de ce que nous appelons l'alphabétisation numérique progresse chaque année au Bénin. On aborde maintenant la question des partenariats stratégiques. On a vu que la CIN est très souvent présente lors de plusieurs sommets au plan national comme international, récemment encore avec le Cyber Africa Forum. Parlez-nous de vos partenariats. Nous sommes dans un secteur qui est extrêmement dynamique. C'est un secteur où vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas investir, de ne pas vous former. En 2-3 mois, 6 mois, 1 an, vous commencez à être dépassé. Donc cela implique d'être constamment en émulation avec d'autres pays, avec d'autres institutions qui opèrent dans le même secteur que nous. Et donc c'est pour cela que nous avons identifié des pays de référence. J'ai parlé de l'Estonie tout à l'heure, du Rwanda, du Maroc, mais également des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud avec lesquels nous sommes en train de collaborer. Il n'y a pas seulement des collaborations avec des États que nous mettons en place. Nous privilégions également des partenariats avec des entités privées. Par exemple, avec Google Cloud, nous avons signé un partenariat l'année dernière donc, qui nous a permis vraiment de pouvoir bénéficier de leur technologie. Pour exemple, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle des assistants conversationnels. C'est un peu comme les chatbots, quand vous allez sur les sites et qui vous accompagnent, vous avez des questions qui répondent à vos questions. Derrière, c'est de l'intelligence artificielle. Et nous savons que cet acteur-là est évidemment l'un, en tout cas des 2-3 leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Donc c'est une collaboration, un partenariat qui nous permet en tout cas de nous bonifier. De la même manière, nous avons également
travailler avec des acteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir fait un hackathon l'année dernière qui a réuni plus de 2000 développeurs dans le monde en matière d'IA, parce que nous avons considéré, en tout cas nous considérons aujourd'hui que la question des langues est une question essentielle, des langues locales, des langues nationales. Vous savez, toute la population ne va pas maîtriser le français du jour au lendemain. Nous avons toujours une cible de la population qui ne maîtrise pas la langue française, mais qui a besoin d'interagir quand même avec les secteurs publics, avec nos plateformes, avec notre portail national des services publics. Donc nous avons mis ce défi-là de pouvoir, en tout cas à un horizon, j'espère d'ici 2 ans ou 3 ans, pouvoir permettre aux Béninois d'interagir également avec nos services dans des langues locales, des langues qu'elles maîtrisent et sans forcément passer par des intermédiaires, parce que la confiance n'est pas toujours là quand on passe par des intermédiaires. Donc oui, nous avons des partenariats donc, avec des acteurs privés reconnus comme New Native l'année dernière, avec lesquels nous avons signé. Actuellement, au moment où je vous parle, nous avons également des équipes qui sont en Inde, parce que nous avons un institut international, celui de Bangalore, avec lequel nous avons signé un partenariat et qui permettent aux équipes d'aller en immersion et de travailler sur ce que nous appelons des solutions open source. Vous savez, c'est des solutions qui sont développées par des communautés mondiales, hein, et qui vous permettent de maîtriser beaucoup d'exploitations. Et donc, notre stratégie est d'investir évidemment et travailler avec des acteurs reconnus, des acteurs, je dirais, qui font des solutions dites propriétaires, mais à côté, nous développons également le pan des solutions libres, des solutions open source qui nous donnent plus de marge de manœuvre et qui permettent une meilleure autonomisation de nos équipes. Justement, comment est-ce que ces partenariats contribuent-ils à l'innovation locale? Bon, vous savez, l'exemple que je citais tout à l'heure, hein, avec Google, hein, avec l'IA, c'est vraiment un exemple type, hein, de permettre que des technologies qui existent, vous savez, le fonds par exemple, depuis l'année dernière, vous pouvez y accéder via Google Translate, vous pouvez transcrire le fond en français et vice-versa. Vous pouvez le faire que de manière textuelle, par texte. Vous ne pouvez pas interagir de manière vocale. Donc nous, notre défi aujourd'hui, c'est de pouvoir, en collaboration avec ces acteurs-là, pouvoir mettre en place cela. Nous avons également d'autres partenariats. Tout à l'heure, vous avez parlé de la PKI nationale. Au départ, nous n'avions pas cette expertise-là. Et donc, c'est en travaillant avec nos partenaires que nous avons pu le mettre en place. Si je prends l'exemple également de l'Estonie, avec lequel nous avons fait le portail national des services publics, nous avons également travaillé sur quelque chose de structurant qui est ce que nous appelons l'interopérabilité. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, dans les structures publiques, tous nos systèmes d'information interopèrent entre eux. C'est vraiment pour simplifier, hein, pour fluidifier, je dirais, le parcours des données. Ce qui est important au final, c'est de nous assurer que de manière très simple, on peut accéder aux données. Et je vais vous donner un exemple récent qui vous a concerné probablement, c'est l'identification des abonnés mobiles. Hein, vous avez tous été dans des kiosques ou dans des boutiques d'opérateurs mobiles. Nos données. Voilà, ou parfois ils sont venus vers vous. Oui. Voilà, donc avec un terminal, vous avez posé… C'était assez fluide, assez rapide. Assez fluide et rapide. Oui. En fait, vous avez tout un mécanisme derrière, okay, hein, qui nécessite de pouvoir accéder au registre national des personnes physiques de l'ANIP pour pouvoir vous authentifier et être sûr que les SIM dont vous bénéficiez sont des SIM, en tout cas que c'est bien vous qui êtes détenteur de cette SIM-là. Et tout ça participe à lutter évidemment contre la cybercriminalité parce que vous aviez beaucoup de gens qui faisaient générer des SIM qui n'étaient pas à leur nom et qui peut-être étaient à votre nom, à votre insu. Donc oui, derrière, ce sont des technologies qui supportent tout cela. Et ces technologies sont le fruit de partenariats, sont le fruit de collaboration avec des entités qui peuvent être privées ou d'autres États et d'autres gouvernements. Alors, quand on voit tout ce qui a été fait, on se rend compte que beaucoup d'efforts ont été déployés pour atteindre les objectifs fixés. Toutefois, les défis restent grands pour la CIN. Dans les années à venir, que comptez-vous faire? Alors, vous savez, dans les années qui viennent, notre premier défi, c'est l'adoption des services numériques. Nous avons développé
énormément de plateformes depuis ces dernières années. Et encore une dernière récemment, vous savez, la plateforme pour les afro-descendants qui a été mise en production très récemment. La CIN a été très fière de contribuer à la mise en œuvre de cette plateforme-là. Mais nous pensons que nous devons améliorer l'adoption des services. Nous voulons que chaque Béninois ait un contact direct. C'est pas encore le cas? Alors vous savez, ma mère par exemple, elle a besoin de moi pour interagir avec les services publics. Le jour, mon éducateur, c'est le jour où, par exemple, ma mère, qui est alphabétisée, n'aura plus besoin de moi pour accéder aux services publics. Je pourrais dire que nous sommes arrivés à un niveau d'accessibilité, de simplification de nos services publics qui devient vraiment une référence mondiale. C'est un travail au quotidien. C'est des interactions constantes avec des centaines de milliers de citoyens, avec un centre de services qui les accompagne chaque jour. Donc, vraiment, le premier défi, c'est le défi de l'adoption. Le second, c'est quand même le renforcement des compétences et la collaboration avec les écoles d'ingénieurs, avec les instituts de référence. Nous avons des écoles de référence au Bénin aujourd'hui. Quand vous prenez l'IFRI, à l'Université d'Abomey-Calavi, d'ailleurs, la moitié des recrues de la CIN viennent notamment de l'IFRI, de l'EPAC, de l'IMSP de Dangbo. Donc, nous avons des structures de référence. L'enjeu pour nous, en tout cas à moyen terme, c'est de les accompagner, de nous assurer vraiment qu'ils sont formés sur des technologies, et qui sont des technologies nouvelles, qui sont celles qui sont utilisées au niveau mondial. Nous travaillons avec un état de l'art. Notre objectif est d'être à l'état de l'art mondial. Nous avons démarré, je parlais de Google tout à l'heure, nous avons une centaine d'étudiants de l'IFRI et d'Epitech qui ont commencé un programme pour être formés dans les environnements de Google et être certifiés à la fin de l'année. Donc, le renforcement des compétences dans nos écoles, dans nos universités, est une priorité centrale. Mais le renforcement des compétences également dans l'administration, du personnel administratif, est également très important. Parce qu'il ne faut pas que parce que nous digitalisons, parce que nous accélérons nos processus de dématérialisation des systèmes d'information, que nous excluons toute une partie du personnel administratif. Donc notre obligation, si je puis dire, c'est de les accompagner à être meilleurs, à mieux s'approprier ces outils-là pour pouvoir rendre, in fine, le service attendu. Nous avons enfin, je dirais, un troisième objectif qui est, je pense, un objectif fort, c'est d'améliorer la coopération, en tout cas entre les agences. Nous avons signé un certain nombre de conventions à l'international ces dernières années, la convention de Malabo, la convention de Budapest, pour pouvoir faciliter l'interaction, la collaboration entre les pays et entre les agences nationales de systèmes d'information, les agences numériques. Mais en réalité, c'est comme un couple. Vous signez un contrat à la mairie, si je puis dire, mais ce sont les événements du quotidien, les projets que vous menez ensemble qui permettent de renforcer ce couple-là et qui permettent de rendre durable la relation. Donc de la même manière, ce que nous faisons, c'est de pouvoir mener des projets ensemble. Et l'exemple récent qui est en cours, c'est dans le cadre du Smart Africa, puisque nous sommes, en tout cas le Bénin est membre du Smart Africa, et la CIN collabore avec les agences numériques du Smart Africa. Nous sommes en train de travailler avec eux sur quelque chose de central, qui va permettre d'améliorer la circulation des personnes, qui est, je pense, une priorité dans l'agenda de l'Union africaine. Il faudrait qu'à moyen terme, quand je suis béninois et que je vais au Ghana, ou que je vais au Maroc ou en Tunisie, et que par exemple je veux accéder à un service, avec ma carte d'identité béninoise, que je puisse accéder à ces services-là. Quand je veux acheter une SIM parce que je suis arrivé au Rwanda ou que je suis arrivé en Zambie, rien qu'avec ma carte d'identité, qu'ils puissent m'authentifier et ne pas me demander plus de documentation que cela. Quand j'arrive à la frontière du Togo ou de la frontière entre le Togo et le Ghana, que je puisse être reconnu facilement et qu'on simplifie
vous savez, la libre circulation des personnes. Et je pense que le chef de l'État l'a dit encore, lors du dernier sommet de la CEDEAO, il a insisté sur la libre circulation des personnes et des marchandises. Et le numérique contribue à cela. Grâce aux technologies qui existent déjà, le numérique aide justement à pouvoir simplifier les interactions entre États et favoriser cette libre circulation entre les personnes. C'est ce qui est vecteur finalement de la production de valeur, c'est ce qui stimule l'économie et permet finalement à nos États d'aller dans la direction qu'elles ont toujours voulu. Alors, fort de ces initiatives et certainement de leur pertinence, le Bénin figure aujourd'hui dans plusieurs classements internationaux en matière du numérique. Quelles sont les perspectives pour le pays? Alors, la plupart du temps, nous sommes bien positionnés, mais notre ambition est d'être sur le podium, voire le premier. En général, on ne parle que du premier, n'est-ce pas? Nous avons fait beaucoup de progrès. Quand vous prenez par exemple les services en ligne, nous sommes dans le top 10 au niveau du continent aujourd'hui. Notre prochain objectif, c'est d'être sur le podium, bien évidemment. Quand vous prenez l'indice global de la cybersécurité, nous sommes 6e sur 54 pays, 55 maintenant. Notre ambition, là encore, c'est de monter sur le podium dans un premier temps, puisque dès l'année prochaine, il y aura un autre classement. Donc cela nous oblige à être constamment dynamique, d'être en émulation entre les différentes entités qui contribuent à mettre en place tous ces services-là. Et en tout cas, nous espérons déjà commencer par monter sur le podium et être numéro 1. Et c'est pour cela que nos programmes sont toujours plus ambitieux. Les projets que nous mettons sur la table le sont toujours. Et nous continuons à mettre en place de nouveaux partenariats. Dans quelques jours, nous allons célébrer les 65 ans d'indépendance du Bénin. Est-ce que vous pensez que le Bénin aujourd'hui a déjà atteint sa souveraineté numérique ou tend vers? Si c'était le cas, vous allez mettre tout l'assiette au chômage, n'est-ce pas? Non, je pense que la souveraineté numérique, c'est un concept, c'est une vision. C'est déjà même un objectif pour certains pays. À part les États-Unis ou la Chine, je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de pays qui peuvent prétendre, en tout cas, se rapprocher de cette souveraineté numérique. Néanmoins, nous sommes dans une démarche aujourd'hui, je dirais, d'autonomie stratégique. Quand le gouvernement investit dans un data center national, par exemple, c'est pour aller dans cette direction-là, pour s'autonomiser, pour devenir à un certain horizon souverain. Quand l'État béninois investit dans la fameuse PKI dont vous avez parlé tout à l'heure, pour devenir complètement autonome, avoir sa propre infrastructure de confiance, cela participe à atteindre l'objectif de devenir souverain un jour. Quand nous collaborons avec des acteurs à l'international pour avoir notre plateforme d'interopérabilité, cela va dans la même direction. Quand j'insiste énormément sur les aspects de renforcement de compétences, de développement des expertises, que ce soit dans les universités, dans nos instituts, c'est également la même chose, puisque la clé de tout cela, c'est la compétence humaine. Ce sont les ressources, ce sont les talents. Et il faut en former beaucoup plus. Et il faut créer les conditions pour que ces talents puissent s'épanouir également au Bénin. Il ne s'agit pas de former pour qu'ils puissent partir. Quand ils partent, quelque part, ils ralentissent votre parcours, votre cheminement vers cette souveraineté numérique. Donc, oui, nous sommes conscients de la nécessité, un jour, en tout cas, d'être souverain, mais quand nous avons des dépendances avec d'autres pays ou d'autres acteurs privés, nous essayons de les choisir. L'enjeu, au final, c'est de savoir de choisir avec qui je vais être dépendant, mais de ne pas être dépendant d'acteurs dont je ne soupçonne même pas l'existence. Ce qui est le cas aujourd'hui dans le secteur du numérique. Donc oui, des efforts conséquents dans les infrastructures. Nous travaillons pour faire atterrir, par exemple, un nouveau cap sous-marin dans les 2 ans et demi, le cap sous-marin To Africa, qui va nous permettre d'accéder à des capacités à l'international encore plus importantes. Tout cela participe à notre autonomisation, à développer cette autonomie stratégique et aller progressivement vers cette souveraineté numérique dont tous les États parlent en particulier depuis quelques années.
Merci à vous, Monsieur Marc-André Loco, directeur général de l'ASIN, Agence nationale des systèmes d'information et du numérique. Merci à vous également, Rebecca de la SRTB. C'est un plaisir donc de partager ce plateau avec vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien qui vous a sans doute permis d'avoir un regard panoramique sur la mission et surtout les défis de l'ASIN et également les résultats obtenus en si peu de temps pour la transformation de l'administration publique béninoise et ce, sous le leadership du président Patrice Talon. Merci de votre aimable attention et à très vite. Thank you.